Salut à toutes et à tous, c'est Anarchiken, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de No Running Corridors. No Running Corridors, notre émission de critique ciné, kitsch et colorée. Ça va Léonard? Ma foi, surprenamment bien. J'ai d'ailleurs une excellente nouvelle à t'annoncer, ça doit être pour ça. Vas-y, surprends-moi. Bon, c'est pas grand chose, hein, mais figure-toi que j'ai regardé le film du jour avant l'émission. Tu l'as vraiment fait? Oui. En entier? Mhm. Et du coup, qu'est-ce que t'en as pensé? Non, pourquoi j'arrive pas à jouer la comédie comme ça m'énerve. Au hasard, parce que chasser le naturel, il revient au galop? Non. Le naturel revient au galop uniquement s'il est sur un cheval. The Forbidden Room, ou La Chambre Interdite dans sa version française, est un long métrage expérimental dont le pays d'origine est le Canada. Il est sorti le 16 janvier 2015 à l'occasion du Sundance Film Festival, principal bastion du cinéma indépendant, que l'on a déjà évoqué dans cette émission si mes souvenirs sont bons, et en France le 16 décembre 2015. Tu veux dire le même jour que... Non, pas tout de suite! Tout de suite, je vous présente le réalisateur du film. Guy Madin, ou Magma Head pour les intimes, Magma Head, Anarchic Head, y aurait pas comme un cousinage? pourrait être qualifié d'artiste rebelle qui s'éloigne volontairement des standards cinématographiques en vigueur. Mais en réalité, c'est un amoureux transi, passionné du média qui le fait vivre et de sa grammaire. C'est pourquoi il s'est illustré à travers de nombreux documentaires, pas moins de 10 longs métrages et plus d'une cinquantaine de courts métrages, initiés pour la plupart lors d'installations artistiques. Co-réalisé avec Evan Johnson, un de ses anciens élèves devenu réalisateur, cadreur, superviseur des effets spéciaux et scénariste, Eh ben, quand les gars ils s'y mettent, ils font pas semblant, hein. The Forbidden Room est le point culminant de la carrière de Guy Madin et de ce fait, mérite clairement un épisode ne serait-ce que pour présenter sa démarche. À ce propos, celle-ci est tellement surpétée qu'il me faut vous en parler le plus vite possible, c'est pourquoi exceptionnellement sera chargé du résumé du scénario, Léonard. Plaît-il? Mais je n'ai pas visionné le film en plein, c'est complètement fou. Bon alors, au début, il y a un mauvais sosie de Martin Scorsese qui nous explique comment prendre un bain. Ensuite, la caméra zoome dans la flotte pour rattraper un sous-marin en perdition dans les tréfonds de la baignoire et dont les réserves d'oxygène sont presque vides. L'équipage est catastrophé, on sait pas trop où est le capitaine. Quand soudain, Un bûcheron inconnu au bataillon pénètre dans le bâtiment par une écoutille, puis raconte son histoire dans un flashback enneigé. En fait, le bonhomme voulait secourir sa femme kidnappée par une tribu d'aborigènes se déguisant en loup jusqu'à ce qu'il comprenne qu'elle ne voulait pas être sauvée, préférant l'humidité d'une caverne à la chaleur des bras de son mari. Mais tout de même, elle profite d'un rêve pour s'enfuir métaphoriquement à la nuit tombée, puisqu'on la retrouve en train de vendre des fleurs et de raconter des histoires de vampires dans un cabaret noir de monde avant de rejoindre son amant. S'ensuit une séquence musicale vomitive, non pas parce que le morceau pourvoit mes oreilles d'une bouche, mais parce qu'un pervers, obsédé par les postérieurs de ces dames, se fait raboter le cerveau à plusieurs reprises par un scientifique fou, dans l'espoir de guérir. Mais quelle bonne idée! Après, j'ai vaguement souvenir d'un voleur de calamars qui attire la colère d'un volcan qu'on peut calmer en lui offrant plein de trucs, dont une vierge, un pneu et du tapioca. Il y a aussi des femmes squelettes, un anniversaire surprise, des moustaches, un dieu à deux têtes. Bref, on ne peut espérer démêler cet imbroglio d'idées en apparence incompatibles uniquement en sacrifiant 2 heures. putain, c'était divertissant. Blindé d'erreurs et d'approximations, mais extrêmement divertissant. Et pour ça, je te remercie du fond du cœur, parce que j'aurais vraiment pas fait mieux de ce point de vue-là. C'est toujours un plaisir. Ceci étant dit, je vais sérieusement devoir m'y mettre, parce que j'ai à mon tour une histoire à vous raconter, une longue et palpitante histoire qui démarre à une époque où The Forbidden Room ne s'appelait pas encore The Forbidden Room. Seances, ou Spiritisme dans l'Hexagone, est un ambitieux projet interactif sans conteste le plus ambitieux jamais initié par Guy Madin. Produit par l'Office national du film du Canada en 2012, il est à la fois anachronique et très en avance sur son temps, puisque rend un touchant hommage aux films oubliés, perdus, détruits de l'industrie cinématographique, la plupart muets et issus de genres obscurs originaires de tous les pays, tout en relevant le défi de révolutionner le storytelling en utilisant les dernières avancées technologiques à des fins narratives. Si sur le papier c'est très classe, laissez-moi vous dire que concrètement ça l'est encore plus. Car au total, Seances a donné vie à 17 courts-métrages mettant en scène des acteurs prestigieux, Maria de Medeiros, Louis Néguin, Mathieu Amalric, Charlotte Rampling, Roy Dupuis, Géraldine Chaplin et j'en passe, tous tournés en public devant les visiteurs enjoués des centres Pompidou et Phi, respectivement situés à Paris et à Montréal. Quelques films tournés en dehors du projet, dont 2 sur une plage de Cuba et un scénarisé par le poète américain John H. Berry, sont également venus s'y greffer. Mais ce qui donne au projet toute sa modernité n'est pas tant ce qui précède que ce qui suit, attaché aux ceintures. Pour exprimer la dimension éphémère des œuvres qu'il référence, que ce soit dans l'histoire du cinéma mais aussi et surtout dans les souvenirs du spectateur, les courts-métrages précités n'ont jamais été montés et donc n'ont pas connu de diffusion. À la place, toutes les sources visuelles et sonores dont ils sont composés ont été hébergées sur un site internet développé par la société Nickel Media, lequel génère aléatoirement un objet audiovisuel unique à chaque visite grâce à la magie des algorithmes. J'ajouterai que l'objet s'évapore sitôt qu'il se termine et ne peut jamais être revu, ce qui à la fois laisse un vide assez troublant et demeure incroyablement poétique.
En tout cas, si plus tard vous souhaitez visiter le site, le lien se trouve dans la description. Pour l'heure, je vous donne encore quelques détails techniques. Au risque de mettre en lumière quelque chose qui saute aux yeux, Seances n'a pas joui d'un immense budget, ça alors. Conquérant, Guy Madin s'est donc armé de sa Blackmagic Cinema Camera, très prisée par les cinéastes indépendants de par sa taille, la qualité de son capteur et ses nombreuses fonctionnalités, dans l'optique de limiter le temps de tournage à une journée par film, sachant que les acteurs, à l'instar de l'équipe technique, étaient souvent amenés à improviser. Quant à certains décors, ils ont été directement rétroprojetés sans passer par la case post-production, au contraire du rendu pellicule acétate en décomposition qui infuse dans la photographie globale du projet une odeur de vinaigre. Ce qui n'empêche pas d'affirmer que le numérique a joué un rôle si important dans le processus créatif qu'Evan Johnson, alors superviseur des effets spéciaux, a été crédité en tant que co-auteur au générique de La Chambre Interdite. Bah oui, il fallait bien qu'on y revienne. Tôt ou tard. Ceci étant dit, je ne voudrais pas que vous considériez ce dernier comme une version diminuée de Seances, quand bien même s'adresse-t-il au grand public jugé moins aventureux pour lui vendre son matériau d'origine, mais plutôt comme une œuvre autonome qui adopte sa propre démarche, aussi risquée soit-elle. C'est marrant parce que j'avais le souvenir que tu voulais parler rapidement de cette dernière. Avoue que tu t'es bien foutu de notre gueule, comme d'habitude. Je plaide coupable. Allez, incline-toi devant ma magnificence légendaire et on n'en parle plus. C'est mort. Peut-être l'avez-vous noté lorsque Léonard s'est prêté à l'exercice, mais The Forbidden Room n'est pas un film facile à appréhender, et pour cause ne cherche pas à l'être. Par exemple, il est clair que sa structure narrative, qui consiste en un emboîtement d'histoires concentriques, emboîtement parce qu'un récit cadre enchasse plusieurs intrigues imbriquées les unes dans les autres et concentrique parce que chacune d'entre elles est une illustration d'un même entrelac de thèmes, demeure idéal pour égarer un public de non-avertis. Et je suppose que t'as la modestie de t'inclure dedans, n'est-ce pas? Cela va sans dire. Pour ta gouverne, ça se prononce Slava Zuckerman. De plus, les sujets abordés, le souvenir, l'amour, la mort, les faiblesses du corps et de l'esprit humain, mais aussi comment ils sont abordés, de manière très picturale, parfois même littéraire, en témoigne l'omniprésence des cartons, pourvoit le métrage d'un souffle romantique cauchemardesque prompt à invoquer dans les esprits le fameux spleen baudelairien. Et pour s'en assurer, Guy Madin a jugé bon de rendre sa créature de Frankenstein pelliculaire volontairement interminable, quand bien même a-t-il toujours souhaité écourter ses œuvres, ce qui semble être un revirement assez signifiant. Mais quel sadique! Somme toute, le spectateur aura moins l'impression de consommer The Forbidden Room comme un long métrage traditionnel que de le ressentir physiquement comme une expérience sensorielle, parfaitement synthétisée par cette phrase du réalisateur: « Je voudrais que les gens se sentent comme s'ils avaient été rejetés par les flots sur le rivage, ayant à peine survécu à la noyade dans le tourbillon de la narration. » Ce film est une tentative de meurtre en fait. Non, ce film est courageux, et d'ailleurs les rares critiques ayant eu la hardiesse de s'attaquer à lui ont été unanimes, saluant son entreprise audacieuse et jusqu'au boutiste, ou encore son hommage fantasmagorique au cinéma d'un autre temps, au point parfois de devenir dithyrambique, clamant par exemple qu'il a su s'extirper du circuit classique imposé par une industrie consensuelle, en ouvrant la porte à une culture alternative de l'image et du son, mais l'idée reste la même. Du coup c'est quand même dommage qu'il soit sorti le même jour que Star Wars 7. Quoi? Mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Mais j'ai essayé de te le dire, mais tu m'as coupé la... Effectivement, The Forbidden Room est sorti en France le même jour que Star Wars épisode 7, le réveil de la Force, Léonard est on ne peut plus sérieux. Alors je pourrais mentionner le problème que cela soulève, à savoir celui de la mauvaise distribution des films indépendants, et pire encore des films expérimentaux, qui sortent soit dans très peu de salles, soit en même temps que des blockbusters très attendus, voire les deux, comme c'est le cas ici. Mais voici ce que Guy Madin a répondu à un journaliste qui tenait le hasard pour responsable. Bah non, c'est fait exprès. On va faire quoi, à se coucher? Moi je dis vas-y Star Wars, montre ce que t'as dans le ventre.